semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine sur ESAE TV baptisé Info Hebdo. Au menu du décryptage de cette semaine, nous parlerons des mesures qui ont été prises en Conseil des ministres de cette semaine par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus et inviter les populations à aller se faire vacciner massivement. Nous parlerons également de Claudine Affaire-Prudencio qui, lors de ce conclave gouvernemental, a été nommée à la tête de l'Institut national de la femme. Nous parlerons également de Nicéphore Dieudonné Soglo qui a été testé positif à la COVID-19. Quel impact cela aura sur les obsèques de son épouse, l'ancienne première dame Rosine Vieira Soglo, lesquelles obsèques devront se tenir en principe le 11 septembre prochain. Nous parlerons également du retour probable de Léadi Vinayon Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou, aux obsèques de sa chère maman Rosine Vieira Soglo. Au cours de cette émission, comme les confrères l'ont évoqué au cours de cette semaine, nous parlerons également de l'absence de Candide Azanaï, une absence que certains qualifient d'absence mystérieuse sur la scène politique. Nous en parlerons également au cours du décryptage. Et pour l'exercice de ce matin, chers amis internautes, je serai en compagnie de Alphonse Moïse Soudé. Il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Georges Anagonou, qu'on ne vous présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. Il est socio-anthropologue, analyste politique également. Et le troisième invité a pour nom Habib Arandessi, président du mouvement socialiste révolutionnaire. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve pour le décryptage. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Mhm. Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Habib Arandessi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes face à Georges Anagonou. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Et bonjour Alphonse Moïse Soudé. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes et à tous. Habib Arandessi, le gouvernement de la République du Bénin, le gouvernement de votre pays, a pris des mesures en Conseil des ministres le mercredi dernier pour contrer la propagation du coronavirus, notamment des mesures également qui contraignent les citoyens à aller se faire vacciner massivement. En tant qu'analyste politique, et quelle appréciation portez-vous sur tout ceci? Alors, je pense que les mesures qui ont été prises ne sont pas mauvaises. C'est très bien de prendre des dispositions pour limiter la propagation de la COVID-19. Mais lorsque ces mesures sont prises, certainement beaucoup de Béninois vont se sentir quand même, ceux qui ont des activités économiques, ceux qui vivent au jour le jour, voilà, grâce à ces activités et qui seront vus, en tout cas, qui seront vus contraints de rester à la maison. Il faut que le gouvernement, parce que dans beaucoup de pays, c'est ce qui se fait, il faut que le gouvernement prenne également des mesures pour soulager ces gens-là. Concernant la vaccination, je pense qu'il y a un grand problème autour. Il y a un grand problème autour. Vous devez constater que grand nombre des Béninois aujourd'hui, nous sommes presque tous réticents. C'est d'ailleurs pourquoi moi je ne me suis pas encore vacciné. Nous sommes réticents autour de cette vaccination puisque le discours autour, il y a tellement de discours autour. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez des vidéos, vous voyez des gens qu'on annonce est mort suite à la vaccination. Et du coup, ça a créé
Et c'est le cas chez moi. Ça a créé beaucoup de psychose, ça a créé la peur. On a aujourd'hui plus peur du vaccin, sinon de la vaccination, que de contracter le virus. Donc, par rapport à la vaccination, il faut qu'on vienne rassurer davantage. Voilà, il faut qu'on rassure davantage, il faut qu'on invite aussi les sociologues à la tâche, parce que quand il y a réticence face à une telle situation, il n'y a que les spécialistes des questions sociales, les sociologues et autres qui peuvent expliquer clairement pourquoi les gens sont réticents et quelles sont quand même les mesures Georges Anagono, à prendre sociologue, je crois qu'il aura forcément la réponse voilà. à cette question. Qu'est-ce qui amène les uns les autres à être réticents à se faire vacciner? Merci. Comme il a dit, j'ai entendu dire que le vaccin tue. Vous trouvez que c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, on a une maladie, on trouve un vaccin pour, et on dit qu'on est résistant. Et puis, vous savez, il y a que les gens regardent la télé, ils regardent ce qui se passe dans d'autres pays, et sans chercher à comprendre à fond ce pourquoi les gens agissent, on traduit ça sur tout, et on dit, bon, moi aussi, je ne veux pas me vacciner. Ce qu'il y a, il faut dire la vérité aux Béninois, c'est que lorsque la pandémie de coronavirus s'aggrave et qu'il y a manque d'oxygène, c'est l'hécatombe. Or, pour que vous n'y arrivez pas au niveau de manque d'oxygène, c'est qu'il faut que les gens se vaccinent. Vous savez, en d'autres termes, la vaccination? La vaccination permet, le ministre a donné le point hier, et d'ici 200 et quelques testés positifs que nous avons reçus, à peine 17 ou bien 7, il disait, étaient vaccinés. Les autres ne sont pas vaccinés. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sauf si ceux qui donnent les informations sur les réseaux sociaux sont plus habilités que le ministre. Sauf s'ils vont rester à l'ADA pour faire le point des choses. Moi, je connais une personne qui a été vaccinée et qui a contracté le mal. Mais ce qui l'a sauvé, c'est le vaccin. Parce que comme cette personne est vaccinée, et c'est ce que le vaccin dit, il faut qu'on explique aux gens. Lorsque vous êtes vacciné contre la maladie, vous pouvez, dans vraiment un petit pourcentage, vous pouvez développer des signes. Mais ça n'ira jamais à la forme grave. Lorsque vous êtes vacciné, ça n'ira jamais à la forme grave. Ça n'ira jamais à la forme grave. C'est ça le problème. Et puis, quand on dit un vaccin, ça marche à 90%. C'est le meilleur taux pour la plupart du temps que les vaccins ont. Il n'y a pas de vaccin qui vous bloque à 100%. Vous savez, en France, chaque hiver, les gens font le vaccin contre la grippe. Mais il y a toujours près de 2000 personnes qui meurent chaque année pour la grippe, contre la grippe. Donc, le vaccin, ça permet de limiter la chose. Et ça, il faut le dire. Et il faut l'expliquer. Et moi, je viens... Vous savez, à la conférence de presse d'hier, je voudrais entendre plus de choses. Parce que c'est le rôle essentiel du gouvernement. C'est le rôle du gouvernement de faire ce travail de sensibilisation. Ce n'est pas sortir sporadiquement pour venir faire... Ça ne suffira pas. Sortir sporadiquement pour venir faire une conférence de presse, ça ne suffira pas. Il faut être sur le terrain. Il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Vous savez, ce que je reproche aussi au gouvernement. Pour finir, il faut être énergique. Non, allons-y. Il faut être énergique dans les prises de décision. Il faut être déterminé. Moi, je vous donne un exemple. Si le gouvernement a dit plus de regroupement sur plus de 50 personnes et d'arrêter les festivités, il faut que ça soit respecté sur toute l'étendue du territoire national. Il ne faut pas qu'il y ait de complaisance quelque part. Moi, je l'ai déjà dit, le week-end dernier, pendant qu'on renvoyait des gens ailleurs, d'autres étaient en train de faire les manifestations. On ne peut pas travailler comme ça. Et quand je parlais de détermination au niveau du gouvernement, j'ai encore autre chose. Moi, quelque part, les jeunes, dans mon église, les jeunes ont quelque chose à organiser. Et donc, avant-hier, ils m'ont appelé, j'ai dit non, vous ne pouvez pas organiser ça. Le gouvernement ne veut pas. Mais lorsqu'ils ont fait conférence hier, qu'il paraît que le porte-parole a dit que les églises ne sont pas fermées, eh bien, dans quelle église on a 50 personnes? Dans quelle église on a moins de 50 personnes? La réponse donc, par rapport à cela. Non, je voudrais dire par rapport à ça. Oui. Par rapport à ça, je l'ai dit, si jamais on arrive à manquer d'oxygène dans notre pays, ce serait l'hécatombe et le gouvernement serait responsable. Alphonse pour ça, le gouvernement doit être les choses là.
Alphonse Moïse Soudé, par rapport aux mesures qui ont été prises cette semaine, ces mesures contraignent les enseignants, le corps médical et paramédical, les agents de forces de défense et de sécurité à se faire tous vacciner. Les agents de l'État sont abstraits à ne pas participer aux réunions lorsqu'ils ne sont pas vaccinés. Est-ce que vous pensez que ces différentes mesures vont contribuer à endiguer le mal? Et est-ce que vous pensez que le mot d'ordre sera véritablement suivi au sein de l'administration lorsque, au regard, on prend en compte les réticences qui se font observer, comme le cas de Habib Arandessi? Oui, moi j'ai lu un peu les 14 mesures prises par le gouvernement. Il y a des mesures qui ont été réactivées. Ça veut dire qu'en temps, ces mesures ont été désactivées parce que le gouvernement a baissé les bras. Disons les choses clairement. Avant, nous faisions régulièrement le point des cas de contamination, des cas de guérison, mais à un moment donné, on a arrêté. Ça veut dire qu'on était satisfait du résultat. Maintenant, on a réactivé les mesures. Moi, je dis, quand on respecte les mesures, on ne les respecte pas. J'ai dit hier sur un plateau, j'ai dit, nous sommes aujourd'hui samedi. OK, demandez aux policiers ou bien prenez votre caméra, allez dans les cimetières. Dites-moi si on va respecter ça là. Dites-moi ça. On lance les mesures et puis on vient faire. Le point de presse du ministre, moi, son exposé explicatif ne m'a pas convaincu. Il faudrait que le ministre dise à nos compatriotes, le vaccin ne vous empêche pas d'être contaminé. Ça vous évite la forme grave. Il faut qu'on le dise aux gens parce que moi j'ai vu des gens qui ont fait le vaccin qui pensent que bon, ils sont déjà au paradis et qu'il faut laisser aller. Il faut amener les gens à respecter les gestes barrières. 50 personnes. Moi j'ai que les religieux m'en excusent. Hein. Si c'est à cause des quêtes, des dîmes, qu'on ne peut pas fermer les églises, c'est dommage. Il y a du monde dans les églises. Fermez les points. Fermez les églises. Dieu n'a jamais dit que pour manifester sa foi, pour vivre sa foi, il faut aller dans une église. Dans une maison, vous êtes 4, on dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, le Dieu est là. Dans une famille, on peut faire la prière. Mais pourquoi veut-on forcément laisser les églises? Il y a les fêtes des moissons, il y a des réjouissances. Si le gouvernement veut qu'on fasse des descentes, parce que les gens, c'est quand on apprend qu'il y a contrôle, qu'à l'église, tout le monde utilise son cache-nez. Dès qu'il n'y a pas contrôle, on relâche. Certains vous disent, si je mets le cache-nez, je ne peux pas bien chanter. Non, je dis, quand on veut régler le problème, on le règle définitivement. Allez à Dantokpa, allez à Saint-Michel, allez à Gbagbanou. Allez voir ce qui se passe. Les vendeurs sont à l'aise, les marchés sont bondés, personne. On devrait prendre les dispositions pour eux. Parce que si le vaccin ne nous épargne pas du mal et qu'il faut qu'on nous oblige, on nous contraigne à respecter les gestes barrières, moi je suis d'accord. Je dis le vaccin est inévitable, mais on ne convainc pas les béninois. Moi j'attendais à ce que le ministre, dans son point de presse, nous explique que non, le vaccin n'a tué personne. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est de la fabulation. Le ministre n'en a pas parlé. Les gens nous ont dit, moi j'ai fait AstraZeneca et lors de la prise de la deuxième dose, c'est fini, on m'a obligé à prendre Johnson & Johnson. On devrait lever ces équivoques-là. Tout le monde sait que nous devons faire le vaccin. Mais si on n'est pas convaincu de l'opportunité, moi j'ai dit, écoutez, il paraît qu'il y a des gens qui physiquement ne peuvent pas faire le vaccin. Mais qu'on dise aux gens, allez faire un certain nombre de tests. Parce que vous pouvez avoir des maladies dans votre corps, mais tant que la maladie n'est pas déclenchée, on ne saura pas que vous avez cette maladie. Donc, les gens doivent faire des tests préliminaires avant de faire le vaccin. Quand les Béninois vont comprendre l'importance, l'utilité de la vaccination, on se connaît. Les gens, de façon volontaire, le papa se lève un matin, il prend sa femme, ses enfants, ses beaux-frères, tout le monde, il dit, paf, on va faire la vaccination. Donc, vous estimez qu'il y a un déficit de communication qu'il faut combler pour que, de façon j'ai dit, le chef de l'État a la possibilité de convoquer les 117 maires. Les maires, une fois chez eux, ont la possibilité de convoquer tous les CA. Les CA, chez eux, ont la possibilité de convoquer les CQ. Les CQ ont la possibilité de recruter des gongonneurs pour passer le message. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais quand le gouvernement a communiqué, basta. Ce matin, avant de venir dans ma studio, j'ai appelé quelqu'un qui est à Parakou, il m'a dit, qu'est-ce que les gens racontent? Ils sont à Cotonou, ils parlent. Qu'ils remontent au nord, qu'ils remontent à Parakou, qu'ils remontent à Sinandé, qu'ils remontent à Kandi pour voir ce qui se passe là-bas. Le Bénin ne se limite pas à Cotonou et à Porto Novo. Le Bénin ne se limite pas à Cotonou et à Porto Novo. On vous aura compris, Alphonse Moïse Soudé. Alors, Habib Arandessi, vous dites que vous êtes un peu sceptique par rapport au vaccin. Le ministre de la Santé a effectué un point, accompagné du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Vous avez suivi également des informations de part et d'autre. Même si vous êtes sceptique, vous n'avez pas quand même des informations selon lesquelles un vaccin a tué. Est-ce que vous avez des informations avérées?
pas sur les réseaux sociaux, avéré. Écoutez, mon aîné a dit tout à l'heure que même cette communication ne rassure pas. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Et quand vous avez, même si vous n'avez pas la capacité peut-être de vérifier, vous avez une première information qui dit la même chose, une deuxième information, une troisième information. Même si vous êtes un tel ou n'importe comment, vous êtes un peu sceptique. Vous vous dites, mais si 3, 4 personnes, 5 personnes disent la même chose, alors là, il y a quelque chose qui cloche. Et quand vous voyez sur des chaînes internationales, vous voyez des gens des scientifiques qu'on invite et qui critiquent la vaccination, qui critiquent le vaccin en live. Ce n'est plus sur les réseaux sociaux, en live. Quand vous avez sur une chaîne, je vous donne un exemple. J'ai suivi un élément sur une chaîne de radio qui a été envoyé sur YouTube où le monsieur a lu le contrat qu'il faut signer ou bien, je ne sais pas. Il y a le protocole. Le protocole qu'il faut signer. Il a lu un paragraphe. Il a dit, mais analysez. C'est-à-dire, quand vous lisez, quand quelque chose vous arrive après le vaccin, personne ne vous prend en charge. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont en charge du vaccin ou autres ne sont nullement... C'est la question de responsabilité. Voilà. Mais quand c'est comme ça, quand vous lisez, vous estimez que ils sont conscients que le vaccin peut vous créer... Mais quand vous étiez tout jeune, oui. très enfant encore, Oui. On vous a fait les vaccins. On vous a fait des vaccins. Bien sûr. Et ça vous Vous a n'avez tué? pas demandé. Non, justement. On peut faire j'ai fait des vaccins, mais il n'y avait pas ce discours, ce tollé autour du vaccin qu'on a eu à faire. Il n'y avait pas ce discours. Parce qu'on n'a pas donné l'occasion aux gens de faire ça. Non, il n'y a pas eu ce discours. Et quand nous, on faisait la vaccination, je parle de la conscience collective. Quand on dit se vacciner là, très souvent, qu'est-ce qu'on comprend? Je ne suis pas médecin. On comprend, le sociologue, vous êtes là. Nous avons fait, j'ai fait aussi une formation en sociologie. Quand on dit se vacciner dans la conscience collective, c'est qu'on est immunisé contre la maladie. Oui. Quand on dit je suis vacciné contre tout ça, c'est que je suis protégé. Mais en réalité, quand le Béninois entend qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui ont contracté la maladie, il se dit, mais pourquoi se vacciner donc? Parce que pour lui, quand on se vaccine, on ne peut plus contracter le vaccin. Le virus. Oui, on ne peut plus contracter le virus. C'est ça pour le Béninois, généralement. Donc, il faut qu'on explique réellement aux gens. Donc, pour vous, il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information. Non seulement ça, l'information qui montre le caractère dangereux du vaccin, elle est plus véhiculée que celle qui rassure. Moi, quand on a parlé de la vaccination et que le ministre de la Santé allait se vacciner, moi, je me suis protégé et je me suis proposé d'être vacciné à sa suite. Mais très tôt, j'ai reçu plus de 30 messages. Plus de 30 messages, même de l'extérieur. Moi, j'ai une amie avec qui je suis venu ici et qui vit en France. Et elle travaille dans le milieu hospitalier, dans le milieu sanitaire. Et ils étaient contraints de se faire vacciner. Mais quand elle allait recevoir la première dose, elle avait tellement peur. Elle m'appelait chaque instant pour dire, je vais. Je lui dis, mais pourquoi tu as peur? Elle me dit, mais le vaccin tue. C'est fou. Mais quand elle dit ça... Jean-Jean Agono vous a dit c'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait aussi en Europe? Attendez. Mais quand elle est dans un pays où j'estime que... Vous parlez de la France. Oui, la maladie... Ils sont moins de 110 millions, il y a 50 millions qui sont déjà vaccinés. Quand elle se retrouve dans un pays où la maladie sévit, et dans un pays où les gens, il y a les grands scientifiques qui théorisent chaque jour sur des maladies. Et quand elle te dit, le vaccin tue, c'est-à-dire, elle est au contact de certaines informations qui l'a poussé à te dire le vaccin tue. Mais quand elle est là-bas, elle te dit ça. Toi qui es ici, vous êtes tout de suite terrorisé. C'est compliqué. Jean-Jean Agono a la réponse par rapport à votre inquiétude. Et Jean-Jean Agono, vous allez nous dire, lorsque la France, par exemple, suspend l'administration de AstraZeneca, lequel AstraZeneca, la plupart des gens déjà ont été administrés, ont eu à obtenir ce vaccin-là. Au Bénin, les gens ont déjà eu même la première dose et sont, comme l'a dit tout à l'heure, sont en quête de la seconde dose. Lorsque la France se lève maintenant aujourd'hui pour dire qu'ils suspendent l'administration de ce vaccin-là, quel doit être le ressenti de ceux qui ont déjà reçu ce vaccin? Comme vous, puisque vous avez dit sur ce plateau que vous avez reçu AstraZeneca. Non, il y a eu deux choses. Il y a eu que la thrombose. La thrombose.
c'était les premières vaccinations où on a trouvé que des gens avaient développé de thrombose. Et c'est cela aussi les statistiques. Si sur 100 000 personnes qui sont vaccinées, si 10 ont eu thrombose, pour le statisticien, c'est que ça ne lui dit rien. Parce que ça fait 0, et quelques de pourcentage. Mais c'est cela. L'assurance totale n'existe pas au niveau de l'œuvre humaine. L'assurance totale n'existe pas au niveau de l'œuvre humaine. Mais quand il parlait de la conscience collective, vous savez, les hommes, dès qu'il a de doutes, l'information qu'il veut, que lui a envie d'entendre, c'est l'information qui vient lui confirmer son doute. C'est ça la conscience collective. Ah, quelqu'un a dit rapidement, c'est pourquoi c'est vite parti sur les réseaux sociaux. Quand on fait vaccin là, on meurt. Mais attendez, les sceptiques, l'information qui doit circuler toute la journée, c'est que quand on fait vaccin, on meurt. C'est pourquoi j'ai dit ici la dernière fois que un gouvernement aussi doit mener une communication offensive contre ces genres de trucs qu'on dit ici. Bah, attendez, ceux qui donnent même le nom et photo pour dire que telle personne a eu le vaccin et est mort, on aille les chercher, qu'ils apportent la preuve de ce qu'ils ont dit. Vous savez, la troisième vague, on est dans la troisième vague avec Delta. Si on n'a plus crié l'hécatombe dans les pays développés, vous savez pourquoi? C'est à cause du vaccin. C'est à cause du vaccin. Quand il n'y avait pas de vaccin, la première vague, vous avez vu ce que ça fait? Ça tuait n'importe comment. Mais maintenant que le vaccin est venu, sinon, le virus Delta est plus dangereux que le premier virus qu'on a eu. Le virus Delta, c'est ça. Vous répétez ce que vous entendez. Non, pas du tout, pas du tout. Non, on est assez âgé, et on peut suivre les informations à tout moment. On peut suivre les infos. Et je parle de ce que je sais. L'hécatombe en France, le Delta est plus dangereux que le premier virus. Mais si on a pu supporter, c'est parce que beaucoup de gens se sont vaccinés. Et donc, ils peuvent tomber malades, mais les gens ne développent plus la forme grave. C'est ça. Sinon, attendez, on dit que le virus actuel est plus dangereux que le premier. Est-ce que vous, Georges Anagonou, lorsque vous apprenez que AstraZeneca que vous avez reçu en France, à Paris, la France, là même qui vous a permis de recevoir ce vaccin, elle décide aujourd'hui de suspendre l'administration de ce vaccin. Est-ce que vous n'avez pas des ressentis d'inquiétude? Non, je vous dis quelque chose. L'opinion publique, c'est ce il s'agit de vie humaine, oui. L'opinion publique a une force terrible sur les décisions d'un État, du gouvernement. L'opinion publique a une force terrible. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Même il y a quelque chose qui se développe maintenant. En France, ce matin, j'ai suivi ça. Vous savez ce que les gens font? Ils prennent de rendez-vous, les sceptiques là. Ils prennent de rendez-vous pour aller se faire vacciner. Et à 15 minutes, ils appellent pour décommander. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que les doses de vaccin soient jetées. Vous avez vu ce qu'ils ont développé? Pour que les doses de vaccin périssent là et que les gens ne puissent le vaccin de Covid-19, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que dans les pays africains, on a envoyé AstraZeneca parce que AstraZeneca est plus résistant. C'était ça. Maintenant, par rapport à AstraZeneca, pourquoi on a suspendu AstraZeneca? Il ne sert à rien au gouvernement de faire la provision de AstraZeneca et que tout le monde refuse de prendre. Les gens préfèrent aller faire Pfizer et les autres. Il y a même il faut suivre. Alphonse, nous suivons les informations. Non, il va vous répondre tout à l'heure. Non, je viens. Il y a des gens qui aujourd'hui, je parle, parce que c'est ce pays que je connais le mieux, des Français qui n'ont pas encore fait le vaccin. Vous savez pourquoi? Ils disent qu'ils attendent que le vaccin français sorte, Sanofi. Et que si le vaccin français ne sort pas, eux ne vont pas se vacciner. Est-ce que c'est parce que le vaccin turc qu'on dit ça? Non, c'est pas parce que le vaccin... Moi qui suis ici, comme tu l'as dit, et j'étais d'accord avec le ministre hier quand il a dit ça, pour dire les gens ont pris AstraZeneca, on leur demande de prendre 200 jours. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pris AstraZeneca. Depuis mars, moi, j'ai pris AstraZeneca. Quand je suis retourné en France pour prendre ma deuxième dose, c'est en ce moment que le gouvernement a pris la décision de dire ceux qui n'ont pas plus de 55 ans ne peuvent plus prendre AstraZeneca. D'accord? Et là, on m'a dit, ta deuxième dose, ce serait Pfizer. Donc, prendre une dose sur un autre vaccin et en prendre un autre. J'ai un ami qui est allé... Attends, j'ai un ami qui a fait les 2 doses de Astra ici. D'accord? Et il est allé en France il y a 3 ou 4 semaines et il est là-bas. Vous savez ce qu'il a fait pour se rassurer? Il est encore allé prendre Johnson dessus. D'accord? Donc cela veut dire que lui, là, il a pris 3 doses. Alors qu'il n'a pas de comorbidité, il n'a rien.
il faut donner l'exemple aux gens. Il faut donner Il faut l'exemple montrer aux gens que ce qu'on est en train de dire là, ce ne sont que des racontats. C'est cela. Alphonse Moïse Soudé, pour conclure ce sujet avant d'évoluer dans le Vous débat, avez- vous avez eu à dire tout à l'heure qu'il est nécessaire et impérieux que le gouvernement apporte des clarifications par rapport à un certain nombre de zones d'ombre. C'est Oui. ça. Si vous prenez 10 intellectuels béninois, un seul regarde l'ORTV, un seul regarde les chaînes béninoises. 10 intellectuels, il y a un seul qui regarde les chaînes béninoises. Tout le reste là, ils sont sur CNU, ils sont sur les chaînes françaises. Moi, j'en fais partie. Mais ce que j'ose dire ça, moi, ma soeur, celle qui vient avant moi, ses bagages sont déjà à Cotonou parce qu'elle devait venir en vacances. Elle est agent de la santé, elle s'occupe des personnes de 3e âge. Ma soeur a refusé de faire le vaccin. Elle dit... Et elle arrête son travail. Oui, non, c'est même pas son C'est travail. la décision du gouvernement. Non, vous savez, quand il y a divergence d'informations comme ça qui pose problème, il faut rassurer. Il faut rassurer. Personne n'a intérêt à mourir. Mais j'ai suivi ce matin un scientifique français qui dit ceux qui sont vaccinés contaminent plus. ceux qui Oui, sont c'est vrai. vaccinés. C'est vrai. Mais quand moi, Béninois, j'apprends ça et que je vais me vacciner, ça veut dire que Vous êtes plus exposé. j'étais debout. La semaine dernière, j'étais debout devant mon bureau. Un véhicule est passé. Ils étaient 4 à bord. Le véhicule s'est arrêté. Ils sont descendus les 4. Ils sont venus le saluer. Je les connais ni d'Adam. Ils ont dit, Monsieur Soulé, le journaliste, moi, on vient de l'Italie. Ils allaient se faire enrôler parce que leurs pièces ont expiré. Et ils m'ont dit, en Italie, il y a des restaurants, quand vous êtes vacciné, vous n'y entrez pas. Il y a Donc, des si vous n'êtes pas vacciné. Non. Si vous êtes vacciné, vous n'y entrez pas. Il y a des supermarchés, si vous êtes vacciné, vous n'y entrez pas. Ah non, mais c'est le contraire. Maintenant. Non, non, pas pour l'Italie. mais je c'est parle le de l'Italie. contraire. Je C'est le parle de- contraire en France. C'est le contraire en France. Mais Oui, je vous parle n'avez pas de l'Italie. passe sanitaire, vous n'entrez pas. Je parle Non, de même l'Italie. le pass sanitaire a été suspendu. Où? Donc, En je France? dis, Non, 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 non. Je Mais en dis- France, oui. je Depuis dis- le lundi. vous depuis le empiétez lundi. sur mon temps de parole. Ah d'accord, ok. Alphonse Moïse Soudé, vaccin Non, qui- mais on peut même passer le temps là-dessus. Un vaccin qui pose tant de polémiques comme ça, il revient à un gouvernement de rassurer ses citoyens. On ne peut, quand vous contrez... Moi, je connais des gens... hein. Georges Anagono recommande une Non, je vais vous dire une chose. offensive. Si Georges Anagono n'avait pas sa famille en France qui devait faire les allers-retours, je suis sûr qu'il n'aurait déjà pas fait le vaccin. Moi, je connais des amis. Non, dans mon groupe, tout le monde a fait Non, ici. je connais des amis. Oui, nous Je avons connais des tous amis fait le qui vaccin ont dans fait notre le groupe. vaccin parce que D'ailleurs, on va commencer à parler pour que les gens nous occupant des entendent. postes de responsabilité où elles étaient contraintes de faire le vaccin. Monsieur a accompagné madame. Monsieur a accompagné madame. Parce que il faut convaincre les gens. Moi, je préfère qu'on sensibilise, qu'on convainque les gens à faire le vaccin que de contraindre. Parce que ce qui est dangereux, on dit, quand il y a problème, vous n'attaquez ni le gouvernement, ni le producteur du vaccin. Et à la fin, on met le vaccin, la vaccination n'est pas obligatoire. On ne vous oblige pas à le faire. Oui. On ne vous rassure pas. Je prends le vaccin, j'ai des conséquences. Mon gouvernement ne me prend pas en charge. Je n'ai pas le droit d'assigner le fabricant en justice. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'on sait très bien que le vaccin pose problème. Je dis rassurer les gens. Rassurer les gens. Parce que une dame m'a dit, bon, tu vas aller En faire clair, le vaccin. il faut rassurer. Tu vas aller faire le vaccin, Davantage. écrase du Merci. charbon, mange du charbon le matin avant d'aller faire la Non, vaccination. rien du Et quand tout. tu reviens, mais oui, c'est efficace. Oui. Ce qui nous dit, c'est efficace. Vous savez, j'ai un ami. C'est ce J'ai qu'on a j'ai un l'habitude ami qu'on qui les s'est poisonne vacciné. Ce n'est depuis que dans la semaine. Un ami qui s'est vacciné. Heureusement, sa femme aussi était vaccinée. Mais le virus est entré chez eux. D'accord? Et comme il est vacciné, que son épouse aussi est vaccinée, c'est ce que je disais, l'épouse a développé certaines formes. Mais en une semaine, c'est fini. Elle est rentrée chez elle et testée négative. C'est juste ce que nous sommes en train de dire. Avoir plus de protection, c'est mieux que d'en avoir moins. Merci Non, à ça, vous. il y a un dernier exemple, un ami qui est venu Oui. aux États-Unis passer les vacances, il a fait son vaccin avant d'arriver. Et à 3 jours de son départ, il faut qu'il lui repasse le test. Il allait faire le test. Oui. On lui a dit, tester positif. Oui. Donc du coup, il faut qu'il repose son voyage. Mais il a piqué une crise de colère. Mais Ouais. c'est ce que Moi, nous je sommes. dis une chose. On retiendra des Et échanges. le qu'il Conseil faut des ministres- Non, non, je pense nous qu'avec ferons- eux, nous ferons- pour finir nous sur ferons ce le- débat-là. nous ferons le vaccin. Alphonse, je viens. Nous Pour ferons le finir sur ce vaccin. débat-là. Mais le problème, Donc, c'est quoi? Le la problème, c'est quoi? pédagogie- Moi, j'ai suivi des scientifiques sur les cellules françaises. Nous, on Mais parle un anglais. débat scientifique, c'est normal. Les conséquences, En clair, les il faut conséquences, qu'on ce n'est pas rassure. pour maintenant. Il faut C'est qu'on comme rassure Didier davantage. fait en France. Merci C'est à comme vous, Didier chers fait en débatteurs. Non, mais Vous quand avez on demandé retient... tout à l'heure, Non, oui, je une voudrais juste 2 communication minutes pour dire que... offensive. Non, c'est pas ça. Une Je voudrais communication retenir offensive quelque pour rassurer chose davantage dire. les Je voudrais dire une citoyens dernière chose. béninois. Je voudrais dire une dernière Quelques chose. secondes, s'il vous Alphonse plaît. l'a Nous dit, sommes je pris par le répète, temps. je Nous répète. ne faisons plus la Pourquoi moitié du temps de dit-on cette que émission. les vaccinés sont plus dangereux que les autres?
lorsque nous sommes dans ce studio et que je suis vacciné, je porte le vaccin sans être asymptomatique. Et si vous n'êtes pas vacciné, je vais vous contaminer. C'est ça. Ah. Et donc, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. c'est- Parce que celui qui est vacciné, il porte le virus, mais il ne développe pas de maladie. Vous voyez ce que je veux dire? non. Donc, lui, il peut circuler pour se protéger. C'est pourquoi en tout le monde- Italie, ils ont dit quand vous êtes Merci vacciné, vous ne à pas vous. contaminer À les gens. vous. Non, Moïse au Sidé. contraire. en France. Merci Allez vous également à vacciner. Jean-Alain C'est Gonou, tout. merci Allez vous également. vacciner. À Que Abdou- chacun se Arnaud vaccine. On ne peut Chers pas amis aller vers internautes, on quelque chose qui- En tout retiendra cas, de je ces vous échanges appelle vivement à aller vous l'essence, vacciner. c'est que Sinon, je rentre plus dans le le gouvernement studio. puisse venir davantage Non, non, Là, maintenant, vous je êtes ne obligé voulais de pas vous rendre nous malade. expliquer Je ne ce veux qui pas se vous rendre passe malade. et davantage convaincre. Sans le savoir, L'autre tu sujet le qui fais. nous réunit également ce matin, c'est la nomination de Claudine Affaire-Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme. Habib Arandessi, vous avez appris cette information. Dites-nous, est-ce que désormais nous pouvons être davantage rassurés que les violences sur la base du genre, les violences faites aux femmes, seront véritablement un combat de l'exécutif? Je pense que c'est un effort. Récemment cette semaine, à votre Calavi, comme vous l'avez aussi bien le dire, il y a eu un jeune homme qui a abusé d'une jeune fille qui a été arrêtée. Je pense que c'est un effort de mettre en place des structures. Mais ces structures ont toujours existé. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais qui sont restées malheureusement sur les réseaux sociaux ou bien au sommet de l'État. Pourvu que cette institution cette structure qui est créée soit vraiment efficace et travaille réellement pour limiter, puisqu'on ne peut pas supprimer, on ne peut jamais éradiquer définitivement les abus, les agressions, c'est impossible. C'est un fait social. Donc, qu'on le veuille ou pas, tant que les hommes vont exister, le fait va toujours exister. Mais on peut travailler pour limiter réellement le fait. Et c'est ça. Il faut trouver les moyens nécessaires. Et encore là, il faut inviter les sociologues réellement à la tâche. Parce que quand on vote des lois pour punir, on continue de voter des lois pour punir, la loi ne règle pas réellement le problème. Puisque le problème de viol, le problème d'abus, le problème de harcèlement sexuel, c'est des problèmes purement sociologiques, très sociologiques. Des fois, vous condamnez même des gens à 10 ans d'emprisonnement, ils sortent et reprennent les mêmes actes. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à réellement expliquer la base sociologique ou bien du fait. Mais ce que moi, je voudrais aller sur la nomination de Mme Claudine Prudencio, parce que j'ai remarqué que nous sommes en train d'aller vers... Mais c'est un dossier politique. C'est un sujet politique. Ouais, le président, aujourd'hui, fait montre de clientélisme. C'est un remerciement. C'est un remerciement. Et tant que nous allons évoluer dans un schéma comme ça, chacun va créer son parti politique, chacun va se battre pour être aux côtés du président de la République afin de trouver quelque chose. Parce que je ne vois pas je ne connais peut-être pas, je ne vois pas les qualifications, je vais dire, ou bien je ne sais pas quels sont les critères qui sont remplis par Mme Claudine Prudencio pour être nommée à la tête d'une telle structure. Parce que c'est une structure sensible. Vous voyez un peu. Mais quelqu'un m'a dit sur les réseaux sociaux que le critère est rempli, c'est qu'elle a été un soutien fort du pouvoir de Patrice Talon. Et quand c'est comme ça, souffrez que chacun se batte pour créer son parti politique, pour avoir une certaine assise politique, pour avoir une passerelle de pouvoir. Pour avoir sa part du gâteau. Alors, Jean-Alain Gonou, pensez-vous que il s'agit d'un remerciement à l'endroit de Claudine Prudencio lorsqu'elle a été nommée à la tête de l'UNF? Non, il faut comprendre que lorsque nous défendons la même politique, le chef de l'État et Mme Claudine Prudencio est partisane de la politique du chef de l'État. Et donc, pour exécuter cette politique-là, il faut prendre qui? Il faut prendre la personne qui est convaincue par rapport à ça. Donc ça, c'est un fait et c'est partout. Vous savez, nous suivons les informations. J'ai souvent dit que quelqu'un qui a essayé de faire le contraire en France, en réalité, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu à croire qu'il fallait faire l'ouverture vers la gauche. Mais les gens de la droite lui ont fait payer ça. Il a nommé Kouchner, il a nommé quelqu'un quelque part. Il a nommé, bon voilà, comment on appelle le patron des hôpitaux de Paris aujourd'hui, il a nommé aussi. Mais les gens de la droite ruminaient la chose.
Parce qu'ils ont dit que c'est nous qui avons pris le pouvoir. Donc, c'est l'idéologie de droite qu'il faut exécuter. Mais pourquoi vas-tu chercher quelqu'un d'autre? C'est juste pour vous dire que c'est sous tous les cieux et que vous avez fait avec quelqu'un, la personne pour vous. Maintenant, revenons à Mme Claudine Prudencio. Vous savez, c'est une combattante de tous les temps. Ce qui a tué le premier institut, c'est quoi? C'est qu'on ne parlait pas. On n'entendait pas parler du premier institut. Mais si on a donné renaissance aux structures aujourd'hui, il faut une dame qui parle. Et vous n'allez pas me dire que Claudine Prudencio, ce n'est pas une dame qui parle, c'est une dame qui ose. Mais c'est une structure de combat. C'est pour ça. C'est une structure de combat, elle est une combattante. Non, mais d'un combat. Il s'agit du combat pour le droit des femmes. Oui, et moi, je ne vois pas Mme Claudine Prudencio dans ce combat. Non, là, vous n'êtes pas honnête. Mais je suis honnête. Non, vous n'êtes pas juste. Dites-moi, vous pouvez me laisser. Je l'ai suivi pendant des années. Dites-moi en quoi Mme Claudine Prudencio est réellement dans le combat pour l'émancipation des femmes contre les agressions, les viols. Merci à vous, Habib. À part Dame Rosine Soglo, quelle femme a pu tenir en politique attendez. Le tout ne suffit pas de tenir en politique. C'est de porter le combat. Non. Oui, mais Habib, permettez à Georges de finir pour qu'Alphonse si elle a tenu, c'est qu'elle a porté le combat politique tout le temps. Quels que soient les coups qu'elle recevait. Mais Habib reconnaît, ça dit, c'est les faits. Le sociologue reconnaît les faits. Oui. Voilà. La dame. Habib, je préfère même qu'on choisisse quelqu'un comme Marie-Élise Bédot, qui s'est toujours battue contre les agressions, qui s'est toujours battue contre les formes de viol, que de prendre Mme Claudine Prudencio. C'est votre argument, c'est votre opinion. Parce qu'elle est partisane. Merci à vous, Habib. Je vais rayer mon droit d'honneur. Vous ne parlez plus. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que on peut voir l'homme en nation. Et c'est par rapport à ça qu'on l'apprécie. C'est pas ce qui est dans son ventre. Et je veux vous dire que créer un parti politique, tenir comme elle a fait depuis un certain temps, même quand la charte des partis est faite sur laquelle le chef de l'État a demandé aux gens d'aller dans les blocs, elle a refusé. D'accord? Pour dire, je veux garder ma ligne politique. C'est ça aussi. Une femme de combat, c'est aussi ça. Tu peux dire c'est le combat politique. Oui, mais l'Institut, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question politique que de protéger la femme, que de prendre des décisions bien déterminées. Moi, je pense que Claudine Prudencio, elle n'est pas la seule au Bénin, mais qu'elle peut faire fonctionner cette structure-là. Et je lui fais confiance. C'est vrai qu'elle a pris des décisions politiques ces temps-ci qui ne m'ont pas convaincu, mais alors voilà. Alphonse Moïse Soudé, lorsqu'on regarde Claudine Prudencio, on regarde son parcours, quoique emblématique, et on regarde son parti politique, l'Union démocratique pour le nouveau UDBN, où on a quand même une connotation assez forte de femmes au sein de ce bureau politique. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'analyste politique, qu'elle est à même de remplir les espérances portées en cet Institut national des femmes? Je voudrais rappeler à Habib que la lutte pour l'émancipation de la femme ne se limite pas au viol et aux agressions sexuelles. Il faut lutter pour que les femmes aillent à l'école. Oui. Et j'ai vu, pour ce que j'ai observé, j'ai vu Claudine Prudencio dans ce combat d'envoyer les filles à l'école. Ça, c'est un combat pour la femme. Le sexe, c'est après. Il faut d'abord aller à l'école. Il faut qu'il y ait un taux élevé de scolarisation des femmes. Et elle a mené son combat dans son parti politique. Deuxième chose, le duo qu'elle forme avec Maître Bokpé. Attention, on a vu aussi Maître Bokpé, c'est travailler sur le terrain pour le combat, pour la libération de la femme. Donc, ce duo-là va porter l'institution. C'est vrai que ceux qui sont restés là pendant longtemps n'ont pas fait la promotion de cet institut. Cet institut-là est d'abord politique, après technique. Et je dis, on a vu sur le terrain, moi je ne parle pas du côté politique de Mme Prudencio, mais je sais qu'elle s'est battue pour que les filles aillent à l'école. Ça, c'est le premier combat sur lequel moi j'attends cet institut. Il faut qu'on donne la possibilité à toutes les filles, quel que soit leur milieu social, culturel, d'aller à l'école. Il faut d'abord aller à l'école, il faut être instruit pour qu'on parle de droit de cuissage, qu'on parle de harcèlement sur les lieux de travail. Donc, il faut d'abord donner la possibilité à toutes nos sœurs d'aller à l'école. Celles qui ne sont pas allées à l'école, il y a les cours pour adultes. Il faut instruire. C'est vrai que l'harcèlement aussi, c'est pas bon. Il y a un livre qui est sorti maintenant. Maintenant, vous voulez son auteur aussi arrêter de nous avons, pour l'aider à faire ce travail, on lui a donné une femme de droit. Le grand rôle est joué par la secrétaire permanente de l'Institut. Donc, ce duo-là va faire un travail. Et moi, je voudrais demander d'abord à ce duo,
Le premier chantier, c'est l'instruction de la femme. Il faut se battre. Il faut prendre son baptême de pèlerin. Il faut faire les coins et les recoins et sensibiliser les parents à envoyer les filles à l'école. Moi, j'aime voir les filles à l'école. J'aime voir nos femmes occuper des postes de responsabilité. C'est un combat parce que nous sommes dans un monde où les hommes ne sont pas prêts, y compris vous, y compris nous. Ils ne sont pas prêts à laisser une parcelle de responsabilité à la femme. Donc, il faut que l'Institut là se batte pour que les femmes soient positionnées et dans son parti politique à mener de tout le temps ce combat-là. Le chef de l'État, écoutez, Abiba parlait de remerciement, j'ai fait ce débat-là par rapport au remaniement. Et c'est ça qui a fait que dans certains partis, ça boudonne, parce qu'ils s'attendaient à avoir des postes ministériels, mais le chef de l'État a préféré reconduire. Pourtant, il y a des gens qui ont mouillé le maillot sur le terrain qui attendaient qu'on les récompense. Ce n'est pas... On peut récompenser la compétence, mais on ne peut pas récompenser la courtisanerie ni la partisanerie. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Merci également à vous, Habib Arandessi. Je reviens vers vous. Il faut dire que Habib Arandessi, elle est convaincue d'une chose, c'est que ce que l'homme peut, la femme peut aussi. Non, mais écoutez... Non, Habib, on va évoluer dans le débat. Bon, non. J'ai remarqué que vous laissez plus de temps. Non, c'est pas ça. Vous laissez plus de temps aux aînés. Tu vas même arracher du temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de préférence à un autre invité ou à un autre. Juste que nous avons encore deux sujets qui nous attendent. Le Sifort du Denisoglo testé positif à la COVID-19 avec l'impact sur les obsèques de son épouse, le retour de Léa Soglo. Nous devons en parler. Nous devons parler également de Kandé Zanaï qui n'est plus quand même très actif sur la scène politique. Donc, si vous le permettez, on peut continuer. Il n'y a pas de souci. Alors, Sifort du Denisoglo testé positif, quels ont été les ressentis lorsque vous avez appris cela jeudi soir? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour la famille. Nous sommes aujourd'hui à 8 jours des obsèques de cette dame de fer. Et son mari, connaissant aussi son état de santé, connaissant le lien très fort qui existe entre les deux, et qu'on ajoute aujourd'hui, qu'on nous dise aujourd'hui qu'il est testé positif, je vois que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas dans... Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur le programme des obsèques de son épouse? Bien sûr, puisqu'il doit être là, il doit être présent. Et étant testé positif, il faut qu'il soit, qu'il suive le traitement et qu'il soit en quarantaine, qu'il soit gardé chez lui. Donc, impossible pour lui de sortir et d'assister à ces manifestations-là. Donc, c'est un peu compliqué, je ne sais pas. Quand j'ai appris ça hier, je me suis dit, il faut proposer au comité d'organisation de repousser un peu, ne serait-ce que d'une semaine, eh bien, les obsèques afin que le président soit déclaré négatif après le traitement. Et puis, nous allons avancer. Et par rapport à Léa Soglo? J'ai dit sur ce plateau que la mort, je ne sais pas si c'est sur ce plateau, mais que le décès de Mme Roselyne Vieira Soglo doit être une opportunité, une occasion pour une réconciliation nationale. Et tous ceux qui sont en exil aujourd'hui, et comme l'a dit Vinayon Soglo, c'est l'occasion pour le président de la République de créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait discussion, et que le pays, que l'atmosphère soit décrispée. Vous voulez voir Léa Soglo? Je veux voir non seulement le président Léa Soglo, mais je veux voir tout le monde. Puisque, vous savez, le président de la République, Patrice Talon, a été un exilé politique. Dans les mêmes contextes, on l'a accusé de quelque chose. On a montré même qu'il y a des preuves, tout ça là. Et le chef d'accusation contre l'ancien exilé politique, aujourd'hui président de la République, était tellement fort. On dit qu'il a tenté d'assassiner un chef d'État en exercice. C'est plus fort que même on dit détournement, des trucs du genre. Mais on est arrivé, nous sommes arrivés à avoir une certaine réconciliation jusqu'à ce qu'il revienne dans son pays. Donc il peut voir ça. Et encore ici, c'est tellement sensible, c'est politique. Moi, je suis dans ma peau d'opposant, je dis,
il n'y a rien de clair dans ce qui est reproché à tous ceux qui sont en exil aujourd'hui. Ce n'est que des coups politiques, ce n'est que des schémas pour les empêcher de participer aux différentes élections afin que Talon Patrice soit le seul maître à bord. Mais quand on avance à un moment donné, on a besoin de tout le monde. Donc, quand il y a ce genre de situation de décès qui doit réunir presque tout le monde, parce que les obsèques de Madame Roselyne Vieira Soglo, on doit pouvoir sentir la présence de presque tout le monde, de Sébastien Ajavon, de Liadi Vinayon Soglo, du président Patrice Talon lui-même, de presque tous les anciens présidents là, parce qu'il s'agit d'une dame qui est arrivée à réunir, qu'on le veuille ou pas, toute la classe politique. Toute la classe politique. Merci à vous. Ici, on vous a compris. J'espère que je ne vous ai pas encore coupé cette fois-ci. Non, pas du tout. Georges Anagono. Même si vous me coupez au profit de mes aînés, bon, j'espère que Georges Anagono. Je respecte va y aller rapidement le pour droit ne pas que... Vous allez aller rapidement pour ne pas que Habib dise encore que je vous favorise. Une chose que je dois dire d'abord, Habib finira par me convaincre que si les gens sont en exil, c'est la responsabilité du président de la République. Bien sûr. Bon, voilà. Je croyais que c'était la responsabilité de la justice. Non, c'est d'accord. Maintenant, par rapport à l'état de santé du président Nicéphore Dieudonné Soglo, et je croyais au départ qu'il n'était pas encore rentré. Mais s'il est rentré, c'est l'essentiel en fait. À son âge, c'est pas lui qui va organiser les cérémonies, c'est pas... Même il n'est même pas forcé d'aller au lieu où la dame sera mise sous pierre, à cause de son âge. Donc, quand vous avez cet âge-là et que quelque chose se passe, c'est ceux qui sont autour de vous, c'est eux qui organisent, c'est eux qui font les choses. Est-ce que le fait qu'il soit testé positif n'a pas un impact sur l'agenda de ces obsèques-là? Non, c'est ce que je vous disais. Vous avez vu la dernière fois quand il quittait Paris, il était dans le fauteuil. C'est vrai que quand vous êtes fatigué d'une manière, à l'aéroport, c'est le protocole. Vous le dites et on vous met dans le fauteuil roulant pour entrer dans l'avion. Peut-être qu'il marche encore, mais par rapport au poids de l'âge, lorsque quelque chose comme ça arrive dans la famille, ce n'est pas forcément lui. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans le pays déjà. Je croyais qu'il n'était pas revenu. S'il est revenu, c'est symbolique. On peut facilement faire les cérémonies. Mais par rapport à Liadi Soglo. Voilà, c'est là où... C'est pourquoi il dit que Habib finira par me convaincre que c'est la responsabilité du chef de l'État. Non, ce qui est de sa responsabilité, c'est la grâce présidentielle. C'est ça, le bâton dont il dispose encore, le pouvoir. Mais s'il n'a pas fait jusqu'à la veille d'aujourd'hui, à mon avis, je ne sais pas s'il y a eu des ententes de couloir. Sinon, à mon avis, c'est que peut-être il y a quelque chose qui bloque à son niveau. Mais comme vous l'avez dit, et je suis aussi d'accord avec vous. Mais il y a les conditions d'exercice de grâce présidentielle également. Oui, on n'a pas eu grâce présidentielle avant que le président Talon ne rentre. Les élus politiques ne rentrent. Reconnaissons que, et moi, lorsqu'il a fait son premier interview à la presse, en étant en exil, à Canal 3, j'étais invité pour le décryptage. Et je l'avais dit qu'on va remercier aussi une personne nécessairement, qu'il fallait remercier Yahi Boni. Le président Yahi Boni avait tous les pouvoirs, avait tous les moyens de dire que le président et les élus politiques n'allaient pas revenir. Surtout que le problème, c'est entre eux deux. D'accord? Aujourd'hui donc, on peut aussi demander la clémence du chef de l'État par rapport à Liadi Soglo. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je pressentais quelque chose. Si le président Soglo est devenu... est monté en rage contre le régime Talon, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'il se voit, il pensait à ces jours-ci. Et il se dit, est-ce que je vais mourir et mes enfants ne pourront pas être autour de mon corps pour m'enterrer? Ça fait partie des choses qui ont créé la rancœur au niveau du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et personne ne peut lui reprocher cela. Personne. Parce qu'aujourd'hui, on est là devant le fait. Si aujourd'hui, le président Soglo a plus de 84 ans, je pense près de 85 ans maintenant, c'est les rares personnes qui durent sur la terre. D'accord? Donc, quelque chose peut lui arriver aussi. Donc, on va l'empêcher, on va empêcher son fils de pouvoir. Parce que je crois que le chef d'État, c'est quelque chose d'abus de pouvoir à son niveau. Abus de pouvoir, on peut toujours en discuter. Bon, si ce n'est pas arrivé, peut-être que le président Talon attend un autre moment. Mais je voudrais dire une chose. Je suis sociologue, moi. Je suis sociologue et les rancœurs personnels, on doit... Lorsqu'il y a un décès, on tue les rancœurs. On tait les rancœurs et on attend. Parce que j'ai vu des journaux qui ont essayé d'expliquer pourquoi le président Talon n'est pas parti chez les Soglo. C'est extraordinaire que je puisse entendre ça. Dans notre tradition, ça ne respecte même pas notre tradition.
en Afrique. S'il y avait quelque chose, moi, je ne considère pas qu'il peut y avoir des raisons suffisantes qui vont faire que le président Soglo va éviter, le président Talon va éviter Alphonse les Soglo Moïse jusqu'à Soudé, la mort. votre commentaire sur le sujet en débat. Le président Nifoussefo Dieudonné Soglo, le patriarche comme je l'appelle, avant d'entrer dans l'avion, a fait un test. Et c'est négatif. Le vol a duré 6 heures. Il descend dans son pays, fait le test qui est positif. Bon. Là, sûrement que vous êtes contracté dans l'avion. J'ai fait le test. J'ai fait le test à Ciné-le-Bénin. J'ai été déclaré positif. Je suis allé faire le test au ministère de la Santé. J'ai été déclaré négatif. Suivez mon regard. J'ai un ami qui a fait le test. Il est positif. Au Canada, il est négatif. Vous voyez, ça confirme les doutes et les réticences de mes compatriotes. On va vous convaincre. Bon. Je ne suis pas un con qu'on va vaincre, mais il faut qu'on me démontre. Moi, je dis, le président Dieudonné Nicéphore Soglo est rentré au pays pour les obsèques de son épouse. C'est vrai que s'il n'était pas déclaré positif à son âge, il peut peut-être assister à la messe, mais il ne peut pas assister à l'inhumation. Parce qu'il n'a plus cette force-là. De la maison, même à sa descente, il pouvait ne pas aller à la messe de la maison. Avec la technologie, il pouvait suivre depuis son salon les obsèques de son épouse. Donc, décaler la date des obsèques, si après les 10 jours de confinement, le test n'est pas négatif, il va continuer par rester à la maison. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut trouver d'autres moyens de son salon. Il peut suivre. Donc vous estimez que ça peut avoir un impact sur l'agenda? Non, si on décale de combien de jours? Qui nous dit que après la période de mise en quarantaine, s'il refait le test, ça sera négatif. La chanson qui peut décaler aujourd'hui, c'est l'arrivée de Léadi. Bon. Maintenant, je dis, moi, je ne sais pas pourquoi les Béninois sont en train de rêver. Je ne sais pas pourquoi les Béninois sont en train de rêver. Quand vous suivez certaines personnes, les sachants du droit disent qu'il faut que Léadi rentre, qu'il se constitue d'abord prisonnier. Il y a une chose. J'attends qu'on me prouve le contraire. Ce n'est pas évident que ces opposants-là, que le régime en place là, permette à ces opposants de rentrer avant 2026. Il faut que les Béninois cessent de rêver. Avant 2026. Il faut que les Béninois cessent de rêver. Quand il y a un régime, vous étudiez le mode opératoire du régime. Ils ne rentreront pas avant 2026. Ils ne rentreront pas. Pourquoi vous voulez que... Yahi Boni, c'est un président atypique qui, à cause de sa foi religieuse, pardonne certaines choses. Ne demandez pas aux autres d'être comme Yahi Boni. Ils ne rentreront pas avant 2026. Donc, parce que les juristes disent, le chef de l'État ne peut pas interférer dans les affaires de la justice. La justice a prononcé une sentence. Il faut que cette sentence-là, qui est début... Il est le premier magistrat. Les gens disent qu'il faut qu'il y ait début d'application de cette sentence-là avant que... Parce qu'autour du chef de l'État, il faut le dire et le marteler. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas le retour de nos frères qui sont en exil. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas ça. Autour du chef de l'État? Oui, qui ne démontrent pas les principes de droit. Que sinon, comment on dit que s'il vient, il faut qu'il se constitue d'abord prisonnier. Après, on va voir dans quelle mesure le chef de l'État... La dernière fois, si sur votre plateau, on a parlé de main tendue, je dis il faut d'abord énumérer les conditionnalités. C'est Atao qui a fait le con, qui est parti, qui est revenu. Vous avez vu la suite. Après, on a dû l'estiper pour dire qu'il est allé en évacuation sanitaire. Les autres ne sont pas aussi cons pour faire la même chose. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. On vous a compris par rapport à ce sujet. Il nous reste exactement 12 minutes pour clore cette émission. Nous avons fait un tour de table par rapport à l'absence de candidat Armand-Marie Azanaï de la scène politique. Alphonse Moïse Soudé, quelles sont vos impressions sur ce sujet? Vous savez, la Nouvelle Tribune, en 2012, après le président par la cœur ouvert, 1er août 2012, quand le président Boni Yahi a parlé pendant des heures à l'ORTB, quelques semaines après, Azanaï a répondu au président Boni Yahi. Le journal La Nouvelle Tribune a transcrit. Chaque fois, je m'amuse, je lis, je relis. Candidat Azanaï n'a pas rompu les amas avec le président Patrice Talon. Quand vous avez été amis pendant des années, ce n'est pas une petite brouille qui va vous séparer. Non,
Si je suis ami à Georges pendant plus de 20 ans et qu'il y a une petite brouille, quand même, on ne va pas enterrer 20 ans d'amitié à cause d'une petite brouille. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Pourquoi les gens veulent que Candide Azanaï intervienne? Ne lui donnez pas l'importance qu'il mérite. S'il a choisi de se terrer dans le silence, qu'il reste là. Et les Béninois vont comprendre que désormais, il a choisi son camp. Le silence, c'est un choix. C'est un choix. Donc, je dis, moi, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, je m'en bats les pattes. Ça ne me dit absolument rien. Le discours de Candide Azanaï, est-ce que ça change le train de vie? Il a déjà dit des choses ici. Il a dit des choses, il a rassuré les Béninois. Il a cherché Patrice Talon, machin. Il est allé le chercher. Habib Arandessi, Candide Azanaï qui n'est plus actif sur la scène politique, est-ce un retrait stratégique selon vous ou quelle interprétation vous donnez à cette absence? Je pense que Candide Azanaï est un homme de combat chez moi. C'est un exemple même. C'est vrai, il a, comme tout homme, il a ses côtés très bons, mais aussi il a quelques côtés qu'on peut lui reprocher. Mais pour moi, c'est un exemple, c'est une figure de la lutte politique et c'est toute une bibliothèque. Quand tu le suis, tu es équipé et tu es outillé. Et s'il a fait l'option, connaissant l'homme, c'est pas quelqu'un qui a sa boue dans le caleçon. C'est un monsieur qui ne prend pas son ventre comme une valise. Il dit ce qu'il pense à tout moment et avec les mots les plus durs. Maintenant, s'il a fait l'option de ne pas parler, c'est pas de ne plus parler, de ne pas parler. Certainement que c'est stratégique. Du moment où je l'ai écouté une fois, il a dit qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes pour combattre tous les régimes. À des moments donnés, il faut faire des analyses, il faut voir réellement quels sont les outils à utiliser, quelles sont les méthodes à utiliser afin de faire réellement face au pouvoir de Patrice Talon. Et au sein de l'opposition, il n'y a pas que Candide Azanaï, il y a plusieurs forces qui des fois se cognent au sein de l'opposition. Et ça a créé une certaine faiblesse de l'opposition. Donc, il faut aussi voir le rapport du président Candide Azanaï avec toute la classe de l'opposition. Parce que cette opposition est composée de façon hétéroclite. Non. Il n'y a pas eu... Sous Boni, il y a toujours eu une classe d'opposition dont les acteurs peut-être ne s'entendaient pas ou bien viennent d'un peu partout. On peut ne pas s'entendre quand on a donc, moi, je prends le silence du président Candide Azanaï comme un silence stratégique et je sais que bientôt, il va si c'est opportun, il va parler. Si c'est opportun, il va s'organiser. Donc, voilà ce que moi... Georges Anagounou, vous avez moi, j'entends cette belle opportunité de conclure cette émission. Merci beaucoup. Je crois que vous nous en devez une. Alors, par rapport à Candide Azanaï quand j'entends parler Candide Azanaï, j'ai fait une faute peut-être, mais je suis tenté de le comparer à Bertin Corvu. Je suis désolé. C'est-à-dire que ce que vous avez déclaré, ce qu'il a promis aux Béninois, ce qui parfois il dit du président Talon, il a trouvé que vous n'êtes pas dans l'opposition. Parfois il dit, ils ne savent pas faire l'opposition. Ils veulent s'opposer à quoi? Non, il ne faut pas être opposant, il faut être résistant. Vous vous rappelez? Et il disait, il a remis les gens, il leur promettait pour dire, moi je vais vous dire une chose. Patrice Talon, il va partir. De force ou de sa propre volonté. Il avait promis le 6, c'était le 6 avril, que s'il ne partait pas, il ira le chercher. Et que pour le chercher, il n'aura même pas besoin des gens pour l'aider, que lui seul. Je me disais, peut-être, je ne sais pas, comme nous sommes en Afrique, qu'il a un gris-gris qui lui permettra d'aller chercher le monsieur de parti. On parle d'un président de la République. Alors, quand vous avez fini de faire toute cette promesse-là à une population, et qu'à l'heure venue, vous n'avez rien fait, vous voulez vous dire que vous êtes crédible? Vous voulez que la population vous considère comme crédible? Non, moi, j'ai fait une philosophie. Désormais, tout ce qu'il dira, moi, je ne croyais plus. Et ceux qui pensent, comme Alphonse vient de dire, en réalité, il n'est pas un opposant au président Patrice Talon. Il dit des trucs pour dormir les gens, pour laisser le président exécuter correctement son mandat. Il ne faut pas que on prenne le peuple béninois pour ce qui n'est pas. À savoir que c'est autour de ce président Candide Azanaï. Parce qu'il harangue les foules. Je connais le système de la rhétorique. Et donc, il harangue les foules à cause de lui dans ce pays. Et le pays a failli prendre feu. Vous vous rappelez de cette journée-là? D'accord? Et
Quelque temps après, c'est vrai, c'est lui qui allait dire aux gens que le président Talon est le meilleur qu'il faut aujourd'hui pour diriger le Bénin, quand on était en campagne en 2016. Il a dit ça. Et quelque temps après, il dit qu'il est le diable. Vous voulez qu'on suive un homme politique comme ça? Moi, je suis vraiment désolé. C'est vrai, j'étais comme vous, et je croyais à ce qu'il disait, mais ses comportements, après, m'ont démontré qu'en réalité, il ne peut pas faire l'opposition. Parce que rappelez-vous, il n'a pas tout le temps fait l'opposition au président Nicéphore Soglo. C'est après qu'il a fait ça. Il n'a pas tout le temps fait l'opposition au président Yahi Boni. Il a été même son ministre et son député. D'accord? Donc, c'est pas possible pour lui de faire l'opposition longtemps. Je ne sais pas si le président Talon s'apprête à le rappeler aux affaires, mais bon, ça lui aurait donné la récompense de la lutte qu'il a faite pour que le président Talon vienne. Merci à vous, Georges Anagonu. Il ne faut pas qu'on ait un Bertin Kovi, une piste. Analyste politique et socio-anthropologue. Vous étiez face à Habib Arandessi, qui est président du mouvement socialiste révolutionnaire, président d'honneur. Et à côté de vous, Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé. Merci également à ceux qui, dans l'ombre, concrétisent et contribuent, j'allais dire, à la concrétisation de cette émission. Je vais nommer à la régie Ruth Sodedji, Espero Nokomé au niveau du montage, sans oublier également Jefté Honguet et son chef Samson. Merci à toutes et à tous. Merci également à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain, dimanche, pour l'invité avec le professeur Gilles Espédigoï. Nous allons parler un peu des 100 premiers jours de l'avènement du président Patrice Talon pour son second quinquennat et également de la part de la responsabilité de l'opposition politique dans le processus dit de réconciliation nationale. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.